Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Impact IA. Aujourd'hui, j'ai avec moi Rachel de Omi Laboratoire, bienvenue. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est pas la première fois qu'on vous parle. On vous avait parlé à Impact IA, notre événement. On avait parlé à Andrea qui est une panéliste dans mes souvenirs. Puis on avait posé plusieurs questions sur votre business. Puis je pense qu'on n'a pas eu le temps de passer au travers de toutes les questions. Fait que je voulais te réinviter aujourd'hui avec nous pour approfondir un peu. Mais avant de commencer, je sais pas si tu veux te présenter puis nous parler de Omi. C'est quoi? Oui, donc je suis la présidente cofondatrice d'Omi Laboratoire. Omi Laboratoire, on est une entreprise qui est spécialisée en dermocosmétiques sur mesure. Donc, on va créer des crèmes et des sérums uniques à chaque personne. Donc, on adapte les ingrédients, la texture, l'odeur pour maximiser l'efficacité. On est un peu des obsédés d'efficacité et de satisfaction client. Donc, c'est vraiment là qu'Omi est différent. Et donc, mon parcours pour nous mener à la création d'Omi, pour ma part, je suis chimiste spécialisée dans l'industrie cosmétique. J'ai travaillé dans le domaine de l'ingrédient actif et ensuite, j'ai fait une maîtrise en sciences pharmaceutiques où est-ce que là, je testais des ingrédients cosmétiques sur des pots que je faisais pousser en laboratoire. Et là, j'ai fait le parallèle entre ma job étudiante qui était un travail de cosméticienne que j'avais depuis mes 16 ans. Donc, je conseillais des crèmes et des sérums et mon côté très scientifique et je me suis dit, mais ce serait tellement plus performant d'offrir des soins qui soient personnalisé un par un pour chaque personne. Puis on pourrait aussi évoluer avec les gens parce qu'on le sait au Québec, par exemple, une personne va avoir une peau qui est très différente en été ou en hiver. Donc, on peut aller plus loin grâce à la personnalisation. Dans ma tête, avoir une crème personnalisée, c'est quelque chose qu'on réserve comme aux acteurs ou aux gens qui ont les moyens de se payer ça. Là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu cherches une solution pour réussir à faire ça beaucoup moins cher que justement le faire custom. C'est de démocratiser l'accessibilité à un soin 100% sur mesure en laboratoire. C'est un peu comme si on avait tout un chimiste qui pouvait analyser notre peau et conseiller la meilleure crème, chose qui était réservée autrefois aux stars qui se payaient vraiment des chimistes, des spécialistes pour créer leurs soins à eux, puis souvent qui finissaient par le commercialiser, mais ça reste que c'était pas offert à la moyenne de la population. Puis nous, on a voulu l'offrir à un prix qui était aussi accessible. Vous devez vous douter qu'on va parler d'AI dans le podcast, mais parce que c'est ça la solution que vous avez trouvée pour réussir à faire du sur-mesure, mais je présume que ça n'a pas été la première idée que vous avez eue en commençant. Là. Exact. C'est allé quand même assez rapidement vers l'IA. Je me rappelle, au début d'Omi, on faisait des pop-up où est-ce qu'on rencontrait les gens un par un, puis là, on leur conseillait une formule sur mesure. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que ce serait pas possible de scaler, donc de vraiment grandir notre compagnie avec des rencontres un par un. Et donc là, l'IA nous a paru vraiment comme la meilleure solution pour la personnalisation. J'avais un de mes amis qui essayait de modéliser le corps humain en 3D, puis en parlant avec lui que j'ai réalisé qu'on pourrait prendre une photo des personnes, analyser leur peau, leur poser des questions et donc conseiller, comme si je les rencontrais un par un, le soin personnalisé. Au début, on l'appelait quasiment Rachel IA parce que c'était un peu comment moi je pensais, puis on l'a comme intégré dans l'outil d'intelligence artificielle par la suite. Donc, l'IA, c'était vraiment un outil pour nous de rendre accessible la personnalisation à tous, alors que si c'était du cas par cas, ce ne serait pas toujours possible. J'aimerais ça prendre un pas de recul, parce que là, on va aller vers l'IA, puis un peu comment vous avez résolu le problème de faire le sur-mesure. Le domaine dans lequel vous êtes, c'est les cosmétiques. Comment on l'appelle, ce domaine-là? Le dermocosmétique. Dermocosmétique. Ouais. La barrière à l'entrée doit être extrêmement difficile. Comment vous avez fait pour rentrer là, puis vraiment réussir à percer dans ce domaine-là? Oui. Mais c'est sûr que le fait qu'on fasse de la personnalisation, on arrivait avec quelque chose que les grandes multinationales n'arrivaient pas à faire parce qu'ils devaient changer l'ensemble de leur chaîne logistique pour y arriver. Donc, en 2018, il y a eu vraiment une effervescence autour de la personnalisation. Et donc, nous, on s'est vraiment spécialisé dans comment est-ce qu'on pourrait faire une chaîne de production qui rend la personnalisation accessible et au lieu de rentrer par des grandes chaînes, par exemple de pharmacie dès le départ ou des distributeurs comme les Sephora de ce monde, bien, on a décidé de se concentrer sur le direct-to-consumer, donc de vendre directement aux clients. Donc là, ça enlève les grandes barrières à l'entrée qu'on peut avoir, de ne pas encore avoir une grande notoriété, pas avoir de roulement sur les tablettes, etc., et de vraiment rentrer pas à pas dans l'industrie. Et donc, nous, en 2020, on a vraiment senti le product market fit
quand les gens se sont rendus, de plus en plus, les gens consommaient sur le web, ils ne pouvaient plus se faire conseiller par leur esthéticienne, leur cosméticienne, et donc là, l'IA prenait encore plus de sens pour la majorité des gens. Donc, on a vraiment vu une grande phase de croissance à partir de ce moment-là. Donc, je dirais que c'est un mélange d'évolution de la pensée du consommateur face à l'intelligence artificielle puis ses habitudes de consommation, avec le fait qu'on soit une entreprise qui est davantage axée directement sur le consommateur, comme on lui parle directement plutôt que de passer à travers initialement des chaînes de distribution. Est-ce que les gens, au départ, je présume que tu as été la première personne à tester l'intelligence artificielle puis à tester les résultats, mais une fois que vous aviez un modèle qui était assez bon. Est-ce que les gens ont été réfractaires à utiliser l'outil ou rapidement les gens ont trouvé ça super? Il y a plusieurs types de personnes. Je pense qu'il y a des gens justement qui sont naturellement portés à vouloir utiliser les technologies, qui font confiance aux technologies. Et cette cliente-là, elle a rapidement fait confiance à notre AI qui était comme bien monté et qui donnait des bons résultats. Je pense que le fait aussi qu'on donne une politique de reformulation garantie, ça rassure aussi le consommateur dans le sens que, supposons que tu essayes un produit, tu te fais conseiller par l'IA, finalement, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas l'odeur, tu n'aimes pas la texture, tu ne vois pas assez de résultats, bien, tu peux revenir chez Oumi, puis on va reformuler gratuitement le produit jusqu'à temps que la formule soit parfaite. Donc, je pense que ce côté-là aussi rassure le client dans le sens qu'il fait encore plus confiance à l'outil, mais aussi à l'entreprise. Il y a aussi d'autres types de consommateurs qui préfèrent, puis même encore aujourd'hui, ne préfèrent pas se tourner vers les outils technologiques, qui préfèrent l'approche humaine, et je le comprends parfaitement. Puis ça, dès le départ d'Oumi, on a mis en place, oui, l'IA, mais on a toujours eu un service par téléphone, un service par vidéoconférence, puis même qu'on va le recommander pour certaines personnes. Chez Oumi, on peut même faire l'accompagnement de personnes qui font des traitements de chimiothérapie pour leur créer des crèmes sur mesure qui évoluent au fil du temps avec eux. Donc, on préfère les avoir par téléphone parce que ça nous permet d'avoir cette approche humaine puis d'aller un petit peu plus loin dans la consultation. Donc, il y a certains cas où est-ce qu'on va favoriser cette approche-là. Puis même aujourd'hui, on est à travers maintenant 450 points de vente. Nos soins sur mesure ne peuvent évidemment pas être sur les tablettes, mais on a formé plus de 2000 cosméticiennes à travers le réseau pour conseiller les soins personnalisés. Donc, cette approche humaine-là, elle existe, mais ça reste qu'encore aujourd'hui, c'est 75% des gens qui vont être conseillés par notre intelligence artificielle. Donc, c'est la grande majorité qui font confiance à l'outil. Je pense que des fois, les gens ne veulent pas nécessairement, sont gênés de parler à un humain. Ou, tu sais, c'est comme moins gênant de parler à une IA parce que tu ne te sens pas jugé. Quand ça a pris de temps avant que tu aies eu le déclic et tu fasses « OK, là, ça va fonctionner ». Oui. Dans le fond, pour ma part, le désir de me lancer en affaires, ça a commencé, ça fait très longtemps. Là. J'avais 8 ans, je faisais mes premiers parfums, là, pour te donner une idée. À 16 ans, je commençais à être cosméticienne, puis j'avais monté mon premier site web. Puis, suite à ça, c'est ça, quand je faisais ma maîtrise, ben là, je me sentais un petit peu plus prête à me lancer en affaires, puis je voyais vraiment l'opportunité de la personnalisation. J'avais un concept à la base, ça s'appelait Crème Création, puis je le pitchais à Entrepreneuriat Laval, puis là, je me sentais comme bloquée dans le processus. Je sentais qu'il me manquait quelque chose pour y arriver puis me faire confiance. Puis, à ce moment-là, c'est drôle parce qu'Andrea présentait le même type de projet en personnalisation, plus elle était en administration des affaires, et elle avait présenté à Exgenius, qui est quelque chose qui met en relation les étudiants en sciences et les étudiants de la FSA. Puis finalement, en présentant là, quelqu'un lui a dit « Je connais une fille en chimie qui a un projet similaire au tien, vous devriez vous rencontrer. » Donc là, on s'est rencontrés, on a eu vraiment un bon fit. Rapidement, on est parti à New York, justement parce que dans ce temps-là, je développais des technologies d'encapsulation pour une compagnie. Bref, on s'en va à New York, on cherche des fournisseurs, on commence à travailler ensemble. Puis là, vraiment, on a solidifié notre relation. Ça va avoir pris, dans le fond, on va avoir créé l'entreprise officiellement en 2018 au Oumi Laboratoire, et on va avoir pris comme 1 an et demi de recherche-développement avec notre docteur en pharmacie, Justine Rioux, qui travaillait dans les mêmes laboratoires que moi pendant ma maîtrise. Puis, finalement, on a développé les produits et on a réussi à lancer nos soins au moment qu'on passait à l'émission dans l'œil du dragon. Comme on a lancé nos produits au moment du passage à l'émission, donc on était prête, on a reçu le volume. Donc l'émission dans l'œil du dragon, ça nous a vraiment propulsé. Les gens ont appris à découvrir la personnalisation, mais ça reste encore un défi aujourd'hui pour nous, additionnel comme entreprise, de non seulement on te conseille, on te vend un produit,
mais on te fait découvrir un concept que tu n'as probablement jamais entendu parler, que c'est possible d'avoir une crème sur mesure pour toi. Tu sais, on démocratise. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça parce que tu peux même ignorer que ça existe. Hein. Absolument. Ouais. Il n'y a personne qui se réveille un matin en se disant « j'ai besoin d'une crème sur mesure ». Ça n'arrive pas. Les gens se réveillent le matin en se disant « j'ai besoin de la meilleure crème pour l'acné, j'ai besoin de la meilleure crème pour les rougeurs, j'ai besoin d'une crème je sais pas moi, à l'acide hyaluronique ». Donc, nous, le référencement sur Google, etc., ça ne marche pas pareil. Donc, on a vraiment un grand besoin de démocratiser la personnalisation puis d'éduquer le consommateur pour qu'il sache que ça existe puis qu'il pense à nous s'il y a des problématiques de peau, s'il y a plusieurs problématiques de peau à la fois. Exemple, s'il y a une peau à tendance acnéique avec des rougeurs, bien, qu'il pense à la personnalisation. Donc, on a vraiment un défi supplémentaire. L'émission Dans l'œil du dragon, vu qu'on avait quand même un bon temps d'écoute, bien, ça nous a permis de parler plus longuement de notre concept puis que les gens comprennent qu'est-ce qu'on disait. Donc, ça a été un bel avantage pour nous. Donc, voilà. Puis maintenant, quand vous faites pour comme garder cette attraction-là puis pas vous faire oublier, je présume que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez une stratégie marketing. Absolument. Donc, la stratégie d'influence est quand même intéressante pour nous parce qu'à la base, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va envoyer nos produits à un influenceur et on va lui faire essayer les produits. Aucune attente en retour. S'il aime les produits, qu'il en parle, bien là, on va pouvoir y écrire puis dire, bien, est-ce que ça t'intéresse de devenir affilié avec nous? Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet de garder la relation au fil du temps avec les influenceurs puis d'augmenter la fréquence à laquelle ils parlent de nous. Mais c'est très... faut qu'ils aiment la marque. On ne veut pas embarquer des influenceurs qui, je sais pas, qui n'ont pas un intérêt de prime abord à parler du produit sans même avoir de retour face à ça. Donc ça, c'est super important pour nous, puis ça maximise les chances que les gens qui en parlent soient très authentiques. Puis le fait que le produit soit personnalisé, bien, les chances sont qu'ils vont l'aimer puis ils voient vraiment une différence sur leur peau. Des fois, les gens me disent, ils sont comme on vous voit partout, tous les influenceurs parlent de vous, mais aussi, je pense que c'est dû à la qualité des produits puis le fait qu'ils sont vraiment adaptés à ces personnes-là qui ont l'habitude de recevoir toutes sortes de produits, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés à eux. Je voulais parler de la fidélisation. Dans le fond, ce qui est vraiment intéressant dans votre cas, c'est que, étant donné que vous faites un produit sur mesure, puis que la personne, à un certain moment, son produit fonctionne vraiment bien, dans le fond, vous avez le client pour toujours. Théoriquement, oui, absolument. Puis nous, on s'est beaucoup comparé au benchmark. D'ailleurs, on a fait une levée de financement de 11 millions récemment avec OMI. On avait plein d'investisseurs qui voulaient venir chez nous. Il a fallu dire non à des gens. Puis la raison pourquoi il y avait autant d'attractions, c'était vraiment que la fidélité client chez OMI, elle est exceptionnelle par rapport à la moyenne de l'industrie. Pourquoi? Bien parce qu'on offre des produits qui sont sur mesure, qui vont nécessairement être plus efficaces, qui vont mieux répondre aux attentes et aussi qu'on va pouvoir évoluer avec le client. Donc oui, on peut faire l'analyse jour 1, mais on peut refaire cette analyse-là, que ce soit par un humain ou par l'IA au fil du temps pour faire ajuster la formule. C'est ça, parce que la peau évolue au fil du temps ou juste au fil des saisons. Donc, tu le disais un peu en entrée de jeu, l'été, probablement que la peau n'est pas la même texture. Je connais pas les termes, mais pas la même texture ou la même... Souvent, l'été, elle va être un petit peu moins sèche ou plus grasse chez certaines personnes. Certaines personnes vont avoir moins ou plus d'acné. Ça va vraiment dépendre de chacun. Mais effectivement, la peau change et nous, on peut évoluer. Puis d'autant plus que nos produits sont rechargeables. Donc, la personne garde son pot à la maison puis elle achète uniquement la recharge qui est plus économique, mais aussi plus écologique. Oui, comment vous avez fait pour designer ce genre de pot-là? Parce que je présume que tu peux pas juste laver ton pot puis le ramener. Ou comment que ça fonctionne, le processus autour du pot? Moi, je me rappelle, jour 1, quand on pitchait OMI, j'étais là, un jour, on va avoir des recharges. Et là, quand est venu le temps de le faire, j'ai rushé. Parce que, dans le fond, pour faire des produits sur mesure rechargeables, il y a toute une notion aussi de traçabilité. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du contenant. Donc, ça prenait finalement un pot transparent, ça prenait un code QR pour la traçabilité, pour dire à la machine quoi faire. Ça a fallu changer complètement notre méthode de brassage parce qu'avant, nos produits étaient dans des pots. Tu brasses pas un pot de la même façon qu'un tube, donc puis ça prend du brassage extrêmement fort. Pour brasser nos produits, notre machine est capable de mélanger deux couleurs de plastine, puis ça devient une couleur en quelques secondes, là, pour vous montrer un peu la puissance que ça prend. Donc, il a fallu tout changer nos méthodes de brassage. Donc, on a travaillé pendant 3 ans pour arriver à avoir ce processus en place, puis les recharges qui sont mises en ligne. Et aussi, bien, ça a impacté le web, évidemment. Donc, tout comment on gère les recharges versus les produits complets, l'abonnement. Donc, tout ça mis ensemble, c'est une bonne complexité. C'est pour les retours, dans le fond, pour rapporter la recharge, les gens
gens doivent reposter le... Non? Non, c'est vraiment... moi, je dis c'est un peu comme Nespresso, dans le sens que tu as ta bouteille et il y a une recharge qu'on met à l'intérieur qui est en plastique recyclé et recyclable, puis on te renvoie uniquement la recharge. Tu gardes la pompe, le capuchon, la bouteille, puis c'est juste une petite partie qui est remplacée. C'est aussi un système airless, donc qui protège la formule, donc ça a plein d'avantages. Comment que Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne dans le laboratoire? Parce que pour moi, c'est un peu obscur, là. Tu parles de laboratoire, de brassage, de machines. J'ai une vision un peu magique de comment tout ça se brasse. Oui. Donc, quand on fait de la personnalisation, c'est qu'on produit les soins à la demande. Donc, le client va en ligne, analyse sa peau, fait sa commande et ça nous dit la recette. Donc, ça nous dit, par exemple, la personne a besoin de telle texture, tels ingrédients, telle odeur. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par imprimer une étiquette sur laquelle il y a le nom de la personne, il y a son code QR qui assure la traçabilité puis qui dit quoi faire à la machine. Ensuite, on va entrer cette recharge-là dans notre machine qui va ajouter la bonne base, les ingrédients, l'odeur et c'est ça, qui va tout mettre ensemble. Et ensuite, on va avoir une étape de mélange dans lequel il va y avoir plusieurs recharges qui sont mises ensemble dans un système qui permet le mélange. Et puis ensuite, on a l'expédition. Donc, il y a un contrôle qualité avant, très important pour valider justement la bonne formule, la bonne personne, etc. Puis, on fait l'expédition le jour même. Donc, normalement, quand une personne passe une commande de crème personnalisée, en 48 heures ouvrables, la crème est fabriquée, expédiée. Donc, c'est assez rapide aussi comme service. Ça n'a pas dû être facile là, de réussir à rentrer tout ça en 48 heures parce que je présume qu'il y a plusieurs commandes, plusieurs ingrédients différents, plusieurs machines quand vous faites pour faire la planification. Aujourd'hui, c'est plus simple avec l'automatisation, le fait qu'on ait aussi plusieurs lignes. Donc, tout ça mis ensemble a fait qu'on est très, très, très rapide dans la fabrication de soins sur mesure. Ce qui est surprenant, c'est que notre limitant en ce moment, c'est le temps d'empaquetage de la commande. Ça veut dire imprimer l'étiquette d'expédition, la mettre dans la boîte, rajouter les autres produits. C'est fait manuellement? Oui, okay. exact. Ouais. Fait que c'est plus rapide de fabriquer la crème maintenant, mais c'est parce qu'on a mis tellement de temps de recherche. On avait des gros programmes de recherche avec le Conseil national de recherche du Canada pour le développement de nos soins sur mesure, mais aussi toute la méthodologie qui l'accompagne. Donc, il y avait quand même beaucoup de réflexion derrière chaque chose pour nous permettre d'en arriver où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis de quelle façon vous faites pour gérer la matière première, dans le fond, les ingrédients? Je présume que c'est périssable, certains doivent être périssables, d'autres moins. C'est sûr qu'on n'est pas dans l'alimentaire. Fait que oui, il y a des dates de péremption, mais elles sont plus longues que quand on achète notre lait à l'épicerie, là. Mais ceci étant dit, on a... entre autres, grâce à l'IA, puis grâce à toutes les données qu'on a, on est en mesure de faire des forecasts, donc de savoir c'est quoi qu'on va avoir comme demande de telle texture, de tel ingrédient sur une certaine période, et donc de faire nos achats en conséquence pour toujours avoir des matières qui sont les plus fraîches possibles. Donc ça, c'est vraiment, c'est le genre de choses qu'on va faire au quotidien, de faire des analyses pour être sûr de ne pas manquer de certaines matières. Vous avez aussi créé un modèle d'IA pour faire le forecasting, finalement, la prédiction des ventes ou de la demande, finalement? Exact. Je dirais que c'est encore une IA un peu manuelle, mais en bout de ligne, ça fait de la prédiction. Ouais. Il pourrait y avoir des investissements au-dessus de 10 milliards dans le domaine de la cosmétique. Comment tu vois que OMI se place par rapport aux autres géants? On l'a vu à partir de 2020, tout le monde s'est mis dans l'IA à plusieurs niveaux. Puis ça va continuer d'être comme ça. Puis je pense que faut s'attendre à ce que notre génération, mais toutes les générations intègrent l'IA dans tout ce qu'ils font à un moment donné. Ça va devenir juste un réflexe naturel. Surtout les IA génératives, je pense que ça prend beaucoup de place déjà aujourd'hui et ça va poursuivre dans nos habitudes. Donc, c'est sûr que comme entreprise, il faut avoir des bonnes réflexions sur quelle est l'intelligence artificielle qui apporte le plus de valeur pour nous, puis comment l'intégrer. Donc, nous, c'est sûr qu'on a quand même créé un outil qui est très personnalisé à ce que nous, on fait. On est déjà, je pense, à la 7e version de Skinia, et ça ne veut pas dire que c'est la dernière, dans le sens qu'on continue à travailler dessus. Mais je pense que c'est toujours de créer un outil qui répond aux besoins attendus du client. Donc ça, je pense que tant qu'on reste axé sur la problématique et le besoin, on continue d'innover dans la bonne direction, puis de grandir au fur et à mesure aussi de l'intégration de ces outils-là dans la vie du consommateur pour ne pas apporter quelque chose de trop en avance que les gens ne sont pas prêts encore à intégrer. Parce que j'ai vu d'autres entreprises qui prenaient, disons, je pense que c'est L'Oréal ou peut-être je les mêle, là, mais L'Oréal ou Coty qui prenaient des photos des visages pour tester les maquillages. Ouais.
Bien, c'est sûr qu'il y a la réalité augmentée, le fait de pouvoir essayer des choses. C'est nous, ça nous touche un petit peu moins étant dans le dermocosmétique puis dans le soin de la peau. Mais ce que de notre côté, je pense, va nous affecter plus, ça va être est-ce que les gens vont continuer à avoir autant une approche humaine avec certaines personnes ou ils vont faire davantage confiance à l'IA pour avoir des discussions sur c'est quoi les meilleurs ingrédients qui sont adaptés à leur peau, c'est quoi la routine qu'ils devraient avoir. Donc, je suis convaincue que plus tard, la cosméticienne d'aujourd'hui risque d'être davantage une IA pour donner des conseils. Plus les gens vont faire confiance aux IA, plus ils vont se tourner vers eux pour avoir des conseils. Donc, je crois que l'IA générative va être beaucoup dans le conseil. Puis, ouais, je dirais que ça, c'est une des parties importantes. Sinon, ben, les analyses photos, je pense que ça va de plus en plus être poussé, utilisé, que ce soit pour conseiller des routines, conseiller des soins personnalisés comme nous. Mais ça reste que je pense qu'il y a toujours un biais là-dedans. Puis c'est là que je dis que c'est vraiment important. Quand on conçoit des technologies, d'être bienveillant dans notre approche, je trouve qu'aujourd'hui, c'est tellement facile pour les gens de se créer des complexes, de se critiquer, se juger quand ils se regardent dans la caméra, dans un miroir. Puis moi, je me rappelle, j'ai été cosméticienne 7 ans. Là. Je conseillais des crèmes pendant 7 ans. Puis des fois, ça arrive qu'une dame ou un homme plus âgé vienne te voir et dit « Moi, j'ai besoin d'une crème pour ma peau sensible et pour mes rougeurs. » Tu le vois que la personne elle a des rides. Est-ce que tu es là pour lui dire « Toi, tu as besoin d'une crème anti-rides? » Oui, je comprends. Faut vraiment utiliser son jugement face à la personne. Ouais. Et utiliser son jugement, être dans la bienveillance envers la personne. Si la personne, quand elle se regarde dans le miroir, elle ne voit pas ses rides, puis c'est pas une préoccupation pour elle, c'est pas un diagnostic médical de dire que j'ai une ride dans le front. Là. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est important de créer des outils d'intelligence artificielle qui vont continuer à prendre l'humain en considération, puis d'être dans la bienveillance. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a fait chez Oumi dans la façon que l'IA a été conçue. Je dis souvent, mais quelqu'un qui connaît très, très bien sa peau et ses besoins, qui nous dit, bien, moi, c'est ça que je veux travailler, mais mon analyse photo va avoir une bien moins grande pondération dans la décision finale de la formule que la personne qui ne connaît pas du tout sa peau, qui a besoin d'être davantage guidée, bien là, mon IA va davantage lui dire, bien voici, tu sais, c'est ça que tu as besoin en termes de ton analyse photo. Donc, cette pondération-là est super importante pour moi parce que je trouvais que c'est une façon de m'assurer de créer une formule, qui va répondre aux attentes du consommateur selon son niveau d'attente, mais aussi qui va éviter de créer des complexes aux gens qui n'ont pas besoin d'avoir. Je comprends. Fait que si dans l'analyse photo, on pourrait remarquer qu'il y a des rides ou que la peau est moins élastique, mais si la personne n'en parle pas dans le formulaire, on ne va pas nécessairement le pousser là-dessus. Les seuls cas où est-ce que ça ne s'applique pas, c'est dans des conditions où est-ce que la personne prend un traitement du type Accutane qui vient assécher sa peau, puis que là, j'ai une condition limite médicale entre les mains. Je ne peux pas faire abstraction de ça dans ma formulation. Fait que j'ai des cas où est-ce que c'est vraiment comme... C'est ça la formule, puis peu importe ce que tu penses, ça va être ça. Mais dans des cas où est-ce que c'est vraiment plus esthétique, on s'entend une tache pigmentaire, des rides, c'est des choses quand même très esthétiques. Donc, on veut quand même considérer la perception du consommateur face à lui-même. Ça, c'est vraiment de la bienveillance, selon moi. Là. Puis comment vous avez fait pour tester la bienveillance dans votre système? Parce que ça reste un système d'IA, il faut comme le tester, avoir un feedback utilisateur. Ouais. Bien, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de tests au départ pour voir qu'est-ce qu'il allait conseiller quand la personne allait répondre telle ou telle chose. Fait qu'on a fait des centaines de tests utilisateurs pour voir est-ce que le conseil était adéquat en fonction de ce que la personne disait. Donc, nous, on a comme une BD, là, puis on est capable de voir, OK, l'IA a conseillé ça, les réponses étaient ça. Fait qu'on a fait une analyse humaine là, pour valider que c'était cohérent avec nos valeurs, puis je pense que c'est beaucoup des valeurs qui devraient ça, là. Est-ce que c'était cohérent avec notre vision puis nos valeurs d'entreprise, puis est-ce que ce serait le conseil qu'on aurait fait pour cette personne-là. Parce qu'évidemment, je dis souvent, il peut y avoir plus qu'une formule qui convient à une personne. Après, c'est de voir c'est laquelle qu'on teste en premier. Donc, c'est vraiment plus ça. Est-ce que l'IA a conseillé la meilleure formule qui pouvait être testée pour cette personne-là en fonction de ses réponses? On a parlé beaucoup d'AI. Est-ce qu'à l'interne, on a un concept chez Wooband qu'on pose beaucoup qui est AI first. Dans le fond, on se dit, peu importe ce qu'on veut faire, on va essayer de voir si l'IA peut nous aider à être plus rapide, plus efficient. Est-ce que
à l'interne, vous utilisez l'IA, l'IA génératif, entre autres les chats GPT ou même au point de vue marketing, site web, programmation. Est-ce qu'il y a d'autres pans que vous avez attaqués avec ce type d'AI-là? C'est sûr, rédaction, création. Moi, j'ai même maintenant un IA qui m'aide, qui est spécialisé pour la création de produits de santé naturelle, qui m'aide dans la recherche d'ingrédients puis d'études scientifiques cosmétiques. Donc, c'est vraiment super intéressant tout ce qui se passe en ce moment. Donc, évidemment, oui, on va utiliser des chats GPT de ce monde. On n'a pas encore tant utilisé l'IA à des fins de création, beaucoup. Je pense que ça, c'est le bout que peut-être qu'on aurait besoin d'un peu de coaching, mais on l'utilise beaucoup à des fins de recherche, pour trouver les meilleurs ingrédients pour X ou Y raison. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui évolue actuellement dans ce domaine. Je suis quand même impressionné par votre intégration de l'IA, puis de où vous êtes parti, où vous êtes rendu. Comment vous voyez dans, disons, 5 ans ou dans le futur, dans 10 ans? Oui, mais je pense qu'on va continuer à miser sur la personnalisation. Je pense que c'est notre grand élément différenciateur. Puis de comment est-ce que l'IA peut davantage être un accompagnateur? Donc, en ce moment, je dirais que l'IA est encore très présente au début de l'achat, mais elle pourrait être plus intégrée dans le parcours entier, un peu comme ton meilleur ami, si on veut, de la peau. Donc, vraiment un outil avec lequel on peut discuter de manière plus au fur et à mesure. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit, qu'on aimerait aller vers dans le futur. Tout à l'heure, on parlait aussi de comment est-ce qu'on valide l'efficacité de l'IA. Puis j'ai oublié de t'en parler, mais on monitore toute insatisfaction ou reformulation qu'on fait chez Omi. Et on le sait à chaque fois, est-ce que la personne a été conseillée par IA ou par un humain? Puis quand c'est conseillé par un IA, bien nous, ce qu'on fait, on répertorie ces cas-là, puis on fait une analyse. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit changer? Supposons qu'il y a un cas de figure qui revient plus d'une fois. Bien là, on va pouvoir analyser ce cas de figure-là et effectuer des modifications à notre système. Donc ça, c'est un peu une analyse en continu qu'on fait. Puis je pense que plus ça va aller, plus notre IA va être de plus en plus précise parce qu'on la fait évoluer au fil du temps. Puis selon ce que tu as vu, est-ce que votre IA est meilleure que l'humain en termes d'insatisfaction ou de satisfaction? C'est une bonne question. Ça fait un petit bout que je n'ai pas regardé les statistiques exactes, mais à ma connaissance, on était pas mal similaires. Donc, parce que souvent, l'humain, c'est un bon baseline. Là. Exactement. Des fois, quand on fait des projets d'IA, on essaie de dépasser l'humain. C'est ça. Dans mes souvenirs, c'était pas mal similaire parce que c'est sûr que l'humain, en termes de temps, il peut se permettre de poser un petit peu plus de questions, mais ça reste que l'IA, des fois, vu que les gens sont moins peur de parler, etc., il y a comme une notion où est-ce qu'on s'approche vraiment beaucoup. Fait qu'il me semble qu'on était pas mal similaires en termes de résultats. Puis le profil type de votre clientèle, parce que là, ça fait peut-être 30 minutes qu'on se parle, puis j'ai envie d'essayer vos produits. C'est quoi les premières étapes, mettons? La première étape, supposons que tu veux essayer nos produits, il suffit de se rendre sur notre site Internet, cliquer sur « Analyser ma peau » et là, l'IA commence. Donc là, tu vas répondre aux questions qui sont essentielles et ensuite, on va t'amener à la fin où est-ce qu'on te présente ta formulation. On va te dire, bien, voici ton profil de peau, voici les ingrédients que tu as besoin, la texture, l'odeur. Donc, je dirais que c'est un processus qui prend 3 à 4 minutes. C'est vraiment pas long. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ton cas, un homme, une femme, une personne jeune, plus âgée, il n'y a pas... Tout le monde peut faire cette analyse-là. Puis des fois, les gens ils me disent « Ah ouais, mais tu fais du cosmétique, tu t'adresses aux femmes. » Non, dans le sens que la personnalisation, ça permet de s'adresser à tout le monde. Toi, tu n'as pas besoin d'après-rasage, mais ça reste... Mais exemple, on a même des ingrédients qui permettent de transformer le produit en après-rasage. C'est une des questions qu'il y a dans le quiz. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire grâce à la personnalisation. Puis, est-ce que ça a été plus compliqué à amasser des données? Parce que je présume justement vous avez beaucoup de données de femmes, mais avoir des données d'hommes, c'est peut-être plus rare. Absolument. Par contre, quand on a créé notre IA, on s'est assuré d'avoir quand même une proportion, que ce soit en termes de phototype, en termes d'hommes, femmes, qui nous permet d'être précis dans notre analyse. Mais effectivement, en termes d'usage, c'est environ 10 % de notre clientèle qui est masculine, 90 % qui est féminine. C'est sûr que le volume en cosmétique reste quand même très élevé au niveau des femmes. Avec une entreprise comme Omi, tu as parlé beaucoup des investissements. Vous avez eu des investisseurs qui vous ont aidé à développer. Mais y a-t-il des difficultés ou des obstacles de croissance que vous avez dû affronter? Oui. Notre plus gros défi, ça reste l'acquisition. Comme la personnalisation, c'est à la fois un produit et un service. Et c'est quand même très complexe pour le client de
de le comprendre, mais aussi le parcours utilisateur. Moi, je ne peux pas aller sur TikTok Shop, mettre mon produit et faire Add to Cart. C'est impossible avec la personnalisation. Je suis obligée d'amener la personne vers le questionnaire ou vers un humain qui fasse l'analyse et ensuite que je lui recommande le produit. Donc, cette barrière à l'entrée-là est quand même difficile dans le monde d'aujourd'hui qui est très instantané. Donc, les coûts d'acquisition, la maîtrise des coûts d'acquisition, la communication de notre message pour que ce soit simple et clair. Dès qu'on va dans le hors-Québec, c'est vraiment des grands défis. Donc, au niveau de tout ce qui est le marketing de performance, le marketing digital, même les socials, c'est d'avoir une stratégie de communication qui simplifie la communication, de la personnalisation. Je pense qu'on est toujours en train d'essayer d'optimiser ce volet-là qui reste, selon moi, on a plein d'avantages en termes d'efficacité produit, en termes d'expérience, etc. Mais je pense que notre plus gros défi, nous, il reste dans la première partie que la personne comprenne notre produit, comprenne notre service, puis soit prêt à aller faire cette analyse-là en ligne. Est-ce que vous avez des compétiteurs comme Hors Québec qui est dans le même terrain que vous? Ou vous avez peut-être le champ libre aussi? Oui, ça commence quand même depuis quelques années, le sur-mesure. On l'a vu entre autres dans le domaine des cheveux. Là, ça commence de plus en plus dans le domaine des soins de la peau. C'est sûr que nous, notre différenciateur, c'est qu'on est dans le dermocosmétique, donc adapté aux peaux sensibles, des produits qui donnent des résultats en moins de 28 jours. Donc, tout ça mis ensemble, puis on adresse plusieurs problématiques de peau à la fois. Mais ça reste que nos compétiteurs, ils font face aux mêmes défis que nous. Je pense que le fait qu'on ait un positionnement qui est plus scientifique un petit peu, ça fait qu'on a besoin de parler peut-être un peu plus aux clients que si on était comme « Oh, on personnalise, puis on met ton nom sur le pot. » Tu sais, c'est comme très... c'est pas Starbucks. C'est ça, c'est pas Starbucks. Ouais. Il y a plus de science. Le client a besoin quand même de beaucoup de confiance quand on parle de travailler pour une peau à tendance acnéique ou travailler pour des taches pigmentaires, etc. Tu sais, il y a besoin d'un certain niveau de confiance envers l'organisation. Donc, nous, on a besoin probablement de plus de points de contact que des compagnies qui sont plus lifestyle. Tantôt, je parlais un peu de forecasting, puis là, je m'imaginais d'entrée de jeu qu'il devait avoir énormément de combinaisons possibles. C'est effectivement le cas. En fait, chez Omi, il y a plus de formulations de crème qui existent qu'il y a de formulations chez Sephora, juste pour te donner une idée. Fait que c'est sûr qu'on peut trouver la bonne formule pour chaque personne. Puis ce que je trouve vraiment beau là-dedans, c'est qu'à la base, si on retourne il y a 200 ans, la cosmétique, c'était l'apothicaire. T'allais voir une personne, puis cette personne-là, elle allait créer la formule juste pour toi. C'était comme ça à la base. Puis pendant 200 ans, il y a eu un gap qu'on a dû à des chaînes de manufacturing. L'apothicaire a disparu complètement. Puis cette relation-là, cette proximité-là, puis cette amplitude de choix-là, elle a disparu de notre vie. Même si on pense qu'on a beaucoup de choix, en réalité, il n'y a pas cette notion-là. Cette personnalisation, elle a disparu pendant 200 ans et c'est aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA et différentes choses, qu'on retrouve un petit peu de ce qu'était la relation de proximité de l'apothicaire avec son client en création de crème. On le retrouve aujourd'hui grâce à cette IA-là puis cette proximité que les brands comme Omi peuvent avoir avec le client en créant des produits sur mesure pour eux. Donc, je trouve ça vraiment beau qu'on retrouve un peu d'ADN de qu'est-ce qui est la cosmétique à la base. Merci Rachel d'être venue aujourd'hui. Tu m'as emmené dans un terrain là, absolument inconnu pour moi. Je travaille beaucoup dans l'intelligence artificielle. Je veux dire, je vais poser des questions sur l'IA, puis de rentrer dans le domaine de la dermocosmétique, c'est quelque chose d'absolument nouveau pour moi. Merci beaucoup d'être venu. Tu m'as appris quelque chose, puis je pense que votre entreprise est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si tu veux inviter les gens à aller sur ton site. Absolument. Si vous voulez découvrir votre formule personnalisée, vous pouvez aller au omicosmetics.com ou omilaboratoire.com. Puis, j'ai aussi un code promotionnel de 10% avec vous, Band10, si ça vous tente d'essayer les produits. Ça peut valoir la peine pour un premier achat. J'ai parlé à beaucoup de gens avant que tu arrives, puis je pense qu'il va y avoir il va y avoir des heureux chez vous, Band, avec le code promo. Merci. Merci tout le monde. Si ce sujet vous a plu, on vient tout juste de lancer la programmation de l'événement Impact IA qui va avoir lieu le 8 mai prochain au Grand Quai. Vous pouvez aller acheter vos billets sur impact-ia.ca. Merci tout le monde. Merci. À la prochaine.